Comme vous le savez, notre rendez-vous d'automne est placé cette année sous le haut patronage de Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Et à ce titre, nous recevons, et je vais lui donner la parole, Madame Martine Timsit. Ma présence au nom de la garde des Sceaux, qui a d'ailleurs très volontiers accordé son parrainage, son haut parrainage à cette manifestation. Ma présence en son nom est aussi là pour témoigner de l'intérêt qu'elle porte en tant que ministre de la Justice au développement de la médiation et à l'importance qu'elle entendra lui accorder. Et donc, après les propos de Christian Leroux, je vais essayer quand même de montrer qu'il peut y avoir un petit peu de volonté politique, malgré tout, même si je souscris à un élément dont il faut prendre en considération, c'est la différence des temps. Effectivement, le temps politique est un temps sous pression. Croyez-moi qu'on le vit au quotidien, quand un ministre est obligé de se déplacer en plein milieu de la nuit pour partir en Corse, par exemple. Donc voilà, le rythme politique est un rythme de l'instantanéité, de la pression, de l'imprévu. Le rythme notamment de la médiation et de la société peut être un temps plus long. Quelques mots de mes réflexions sur le lien entre la justice et la médiation. Spontanément, on a quand même tendance à penser dans un premier temps que, et ce qui est une vérité, je pense, que le juge et le médiateur ont bien entendu des missions très différentes, a priori. L'un applique le droit et prend des décisions qui ont autorité de force jugée, et l'autre, le médiateur, a pour vocation de conduire les parties en conflit à renouer le lien et à construire elles-mêmes leur terrain d'accord. Donc le médiateur ne décide pas, le juge décide et il applique des normes. Pourtant, je pense que l'action de la justice et de la médiation peuvent être complémentaires et se renforcer l'une l'autre. Tout d'abord, en amont, bien entendu, la médiation peut aider à prévenir le contentieux, et c'est même le principal intérêt que le ministère de la Justice peut voir dans le fait de soutenir la médiation, c'est de pouvoir soulager les tribunaux. Les citoyens, les justiciables ne sont pas forcément en quête de mettre à terre l'adversaire et n'est pas en quête de vengeance ou d'un procès ou d'une condamnation, mais avant tout d'un besoin d'écoute, d'une reconnaissance des souffrances subies. Je crois que c'est ça beaucoup qu'on a perçu dans le succès de la médiation dans le domaine de la santé, dans les contentieux de la santé, où on parle quand même d'accidents médicaux, d'infections nosocomiales, enfin des choses qui peuvent affecter lourdement une vie. Eh bien, la quête de vérité, le rapprochement, le fait d'être entendu, puis de ne pas se heurter à une opacité, aide quand même beaucoup à désamorcer un certain nombre de litiges qui finalement ne se retrouvent plus devant les tribunaux. La deuxième idée dans ce lien entre la médiation et la justice, c'est que l'action du médiateur peut aussi, je pense, utilement préparer la décision du juge, dans la mesure où, quand la décision du juge est précédée d'un processus de médiation, réussi ou pas d'ailleurs, j'y reviendrai sur cette notion de réussite en particulier, en tout cas, des parties en litige qui ont été malgré tout amenées à essayer de reconstruire un lien avant de se présenter devant le juge, permet, je pense, une décision du juge qui peut être rendue dans un contexte plus apaisé et surtout qui peut être vraiment acceptée et donc mieux appliquée. Or, quand elle est préparée par un processus de médiation, notamment dans le domaine du contentieux familial, bien entendu, on comprend que ça va ensuite, qu'il y a des chances que ça aille mieux. Et enfin, le juge lui-même appuie la médiation lorsqu'il, par l'homologation, il va donner force de jugement, la même force exécutoire qu'un jugement à un accord trouvé en médiation. Alors, ceci dit, je nuancerai aussi le propos en disant que la médiation n'a pas non plus vocation et ne doit pas suppléer l'institution judiciaire. Il est impératif de ne pas assigner à la médiation, qui intervient notamment dans un contexte judiciaire, une obligation de résultat, c'est-à-dire l'impératif absolument de trouver un accord. Et je crois qu'en Italie, par exemple, cette notion d'accord et d'obligation de résultat est assez présente, ce qui est
paraître un petit peu curieux, et surtout le besoin de respecter la confidentialité du temps de la médiation, y compris lorsque la médiation s'effectue dans un contexte judiciaire. Et en parallèle, le recours au juge reste nécessaire. Il reste absolument nécessaire dès lors qu'une question d'ordre public est en jeu ou lorsque les relations entre les parties sont tellement dégradées ou déséquilibrées en matière de violence conjugale, par exemple, que seule une solution imposée, ce que vous disiez, Madame la juge, le besoin à un moment aussi d'avoir une décision qui fasse autorité, et non plus négociée, il y a aussi ce besoin-là. Donc peut-être que la notion de justice, de compromis que l'on a évoquée ce matin n'est pas toujours possible, ni même souhaitable. Alors tout cela, vous voyez que je discute avec moi-même pratiquement, mais je laisserai quand même du temps à la discussion, parce qu'au moment où je vous dis ça, je me dis aussi qu'il faut nuancer, parce que notamment la garde des Sceaux est très intéressée par ce concept de justice réparatrice qui intervient en matière pénale. Qui est peu développé en France, parce qu'en France, on se dit quand même, en matière pénale, où on parle d'infractions, de délits, de crimes, est-ce que l'on peut vraiment faire place dans ces domaines-là à la médiation, au dialogue, au rapprochement entre les victimes et les auteurs d'infractions? Je ne crois pas que ce soit encore tout à fait à l'ordre du jour dans la culture, dans la société française. Et pourtant, ce processus, ces expériences existent dans un certain nombre de pays, le Canada notamment, mais aussi la Belgique, la Grande-Bretagne, l'Australie. Et je peux vous dire que la garde des Sceaux s'intéresse de près. Je sais que certains centres pénitentiaires, on m'a cité l'exemple de Poissy, le centre pénitentiaire de Poissy en France, mène des expériences dites de justice réparatrice, donc une notion qui vise, au-delà de la sanction et du rappel de l'interdit, à restaurer le lien entre le délinquant et la société, le délinquant et la victime, afin de rétablir la paix sociale et la qualité du vivre ensemble, donc cette notion de bien commun finalement que vous avez au service de laquelle œuvre la médiation et que l'on retrouve ici. Alors, je passerai très vite sur le droit français, parce que vous le connaissez tous, mais simplement pour remarquer qu'il y a eu un processus de reconnaissance de plus en plus visible, je dirais, de la médiation. Ça commence par une loi du 8 février 1995 qui installe, je dirais, qui consacre en France la médiation judiciaire. Ensuite, c'est le domaine de la médiation familiale dans le cadre de la loi sur l'autorité parentale en 2002 qui est davantage mise en avant, notamment à travers le pouvoir donné au juge d'enjoindre une information à la médiation. Et puis également, bien entendu, le temps fort que vous avez signalé et qui est la directive du 21 mai 2008, la directive européenne qui a été transposée en France, et même la France est allée plus loin que ses obligations européennes, puisque la directive était applicable aux litiges transfrontaliers, et la France s'est fondée sur cette directive pour introduire, alors là je dis... je ne fais pas un petit peu de chauvinisme, mais là, pour le coup, nous avons peut-être un petit temps d'avance, puisque le décret du 20 janvier 2012, issu de cette ordonnance, a créé dans le Code de procédure civile un livre exclusivement consacré à la résolution amiable des différends. Alors, je voudrais rassurer aussi pour dire que cette ordonnance du 16 novembre 2011 qui a été prise et doit être ratifiée, elle n'est pas caduque, s'il y en a certains qui le pensent, parce que le projet de loi de ratification nécessaire de l'ordonnance a été déposé avant la caducité de l'ordonnance. Donc il n'est pas encore voté, mais il est déposé, donc vous pouvez souffler, tout ne s'écroule pas dans ce domaine. Je voudrais finir pour dire quelques mots quand même de la volonté politique dans ce domaine et notamment de l'implication plus particulière de la chancellerie, pour dire qu'il y a une vraie volonté de la nouvelle garde des Sceaux d'investir un petit peu ce champ de la médiation et puis de pouvoir avancer. Il y a quand même aussi du côté du ministère de la Justice une implication forte qui est peut-être, à vous entendre, effectivement un peu trop concentrée à ce stade sur la médiation familiale.
parce que dans le domaine de la médiation familiale, il y a plusieurs, je dirais, actions d'investissement forts et pécuniers, pas simplement de la volonté, mais un investissement pécunier de la chancellerie depuis de nombreuses années d'ailleurs, pour soutenir la médiation familiale, notamment dans le cadre judiciaire, pour la simple aussi bonne raison que le contentieux familial est un contentieux de masse qui occupe la majorité des procédures civiles. Donc il y a un protocole, par exemple, national sur le développement de la médiation familiale qui implique plusieurs partenaires, plusieurs ministères, dont le ministère de la Justice. Il y a des dotations qui sont sur le budget du ministère de la Justice accordées au subventionnement des associations qui interviennent dans le domaine de la médiation familiale et notamment quand elles s'exercent dans le cadre judiciaire. 178 associations de médiation familiale soutenues dans le cadre de cette dotation. Et puis surtout, il y a en démarrage l'expérimentation de 2 dispositifs qui a été prévue, d'ailleurs cette expérimentation dans la loi sur la répartition des contentieux, de 2 dispositifs qui sont celui de la double convocation, qui consiste à adresser dans le courrier de convocation à l'audience une injonction à rencontrer un médiateur quelques semaines avant celle-ci, avec l'idée, justement, ce qu'on disait tout à l'heure sur la préparation de la décision judiciaire, et une expérimentation aussi visant à faire de la médiation un préalable obligatoire. Alors, c'est une notion, la médiation obligatoire, qui peut justement donner lieu à débat, mais il n'empêche qu'on a tendance à penser qu'une impulsion, je dirais, un petit peu ferme du juge, lorsque, notamment dans les contentieux familiaux où on s'enlise, où la passion, je dirais, empêche d'avoir une vision raisonnable des choses et surtout une vision raisonnable de l'intérêt de l'enfant, pourra amener, en tout cas quand les décisions judiciaires déjà prises en la matière sur l'exercice de l'autorité parentale, par exemple, sont prises et remises en cause, il y aura nécessité obligatoirement, avant, sous peine d'irrecevabilité du recours. Voilà. Et alors, j'ai bien entendu, je conclus là-dessus, Madame la juge, sur la nécessité, moi-même, je vous dirais, quand j'ai préparé cette intervention, j'ai demandé des chiffres et je n'en ai pas eu. Et c'est vrai que pour donner de la visibilité, de l'efficacité, il y aurait lieu de faire ce travail et je relayerai votre demande. Notamment, on parlait avec Madame Monique Sassier, qui conclura la journée, de l'intérêt d'un observatoire de la médiation et de ses effets, de son impact. Je crois que ce serait une excellente idée. Merci beaucoup. Participé avec l'ANM à la fabrication de ce fameux code de déontologie, et donc nous avons travaillé pendant 9 mois, très dur, mot à mot, pour faire respecter ce code. Mais c'était pas ça ma question. J'ai la chance de participer, d'enseigner dans 3 masters le droit et la médiation. C'est un vrai plaisir, à la fois à Paris, à Poitiers, médiation familiale, médiation d'entreprise, médiation en développement durable et dans les organisations. Et nous travaillons tous les ans sur cette fameuse directive. Et nous attendions depuis longtemps la transposition de cette directive, parce que même si il semble que cette transposition soit allée vite pour vous, pour nous, ça nous a semblé très très long. Et la question aujourd'hui que je me pose, c'est que cette transposition, pour nous, elle a été faite à minima. Je ne peux pas être comptable, bien évidemment, ni la garde des Sceaux, encore moins de ce qui a été fait par son prédécesseur. Le délai est certes, une directive 2008 et puis la transposition en 2011. Ceci dit, il me semble qu'il y avait eu un processus de consultation qui avait été mené en amont de cette transposition de la directive européenne et que la consultation prend du temps. Par ailleurs, il me semble aussi, alors on parle de transposition à minima, il faudrait vraiment, là pour le coup je ne vais pas vous répondre, d'abord je ne connais pas à ce stade quelles sont les intentions de la garde des Sceaux, il faudrait déjà lui faire part, et peut-être une réunion de travail justement sur un bilan et une perception en tout cas de cette directive et de quelles sont les attentes pour
pour éventuellement approfondir le cadre juridique. Donc il faudrait qu'on puisse en discuter et avoir une vision de ce qui fonde cette perception d'une transcription à minima. Le fait est que ce que je disais, c'est que la directive européenne, elle s'en tenait au litige transfrontalier. Donc, en grande partie, elle était... Alors, on en discutera en profondeur, mais voilà, moi, ce que j'en ai lu et ce que l'on en connaissait du temps du médiateur de la République, on n'était pas, enfin, il me semble, amené, ou en tout cas obligé à faire une entrée dans le droit interne de manière aussi approfondie. Or maintenant, on est bien entendu, puisque la volonté de la garde des Sceaux, c'est de favoriser le développement de cette médiation, et peut-être au-delà d'ailleurs de la médiation familiale. Je crois qu'il y a un enjeu sur toute la médiation judiciaire. Il faudrait qu'on organise une réunion de travail pour voir avec vous. Alors, le cadre pourrait être justement celui du projet de loi qui va être nécessaire pour la ratification de cette ordonnance. Et donc, il y aura matière en amont de cette ratification peut-être à avoir une réflexion. Il y a mon équivalent depuis le décret du 1er octobre 2010 dans toutes les cours d'appel. Nous avons tous fait un rapport annuel sur le sujet adressé à Madame le garde des Sceaux et nous n'avons eu aucune réunion sur le sujet, aucune réponse. Ces rapports faisant état, parce que c'est vrai que les juridictions depuis de nombreuses années se lancent dans des expériences individuelles avec les avocats et les associations de médiateurs pour développer la médiation, mais le résultat au niveau des chiffres est quasi, par rapport aux centaines de milliers d'affaires que nous traitons, c'est infinitésimal. Et la question que je voudrais vous poser, c'est on n'a jamais été réunis à la chancellerie. Dans tous les autres domaines, les conseillers qui coordonnent une activité dans une cour d'appel sont réunis par la chancellerie. Pour l'instant, nous n'avons jamais été réunis. Nous n'avons jamais reçu la moindre circulaire, consigne. Alors, il y a une circulaire sur notre rôle, mais déjà qui pose un problème, parce qu'on est les conseillers coordonnateurs de l'activité des médiateurs et conciliateurs de justice. Je ne pense pas qu'ici, je puisse convoquer à une réunion le médiateur du ministère. Sur mon ressort, j'ai le médiateur du ministère de l'économie, j'ai Madame Sassier. Je pourrais vous convoquer et vous donner mes instructions, mais je pense que déjà, rien que l'appellation qu'on nous a donnée pose un problème. Donc, la question que nous nous posons, tous les magistrats qui sont impliqués dans ce domaine, c'est quand sera créé à la chancellerie un bureau de la médiation et de la conciliation qui permettra de donner une véritable politique sur le sujet, puisque pour l'instant, nous sommes toujours dans les expérimentations individuelles. J'entends. Alors, vous savez, il y a beaucoup de choses. On a été mis en fonction qu'en mai 2012 avec quelques activités. Voilà, les choses se mettent en place. Et vous avez raison, il serait tout à fait normal, et je relayerai ça auprès du conseiller technique compétent pour qu'il puisse y avoir justement une vraie réflexion. Alors, ceci dit, au sein de la chancellerie, il y a le bureau d'accès au droit dont l'une des missions est alors il s'appelle pas le bureau de la médiation, mais parce que la médiation, c'est aussi l'accès au droit, et donc il y a dans ces missions particulières le développement de la médiation et de la conciliation. Mais il est temps, en effet, que l'on puisse initier, je dirais, des réunions de travail sur ce thème pour voir comment avancer. Ce que l'on peut regretter, c'est qu'ici, nous sommes tous, semble-t-il, convaincus de l'intérêt, du sens et de l'enjeu de la médiation, et de la médiation familiale, mais de la médiation avant tout. Quelle est la part de volonté politique du gouvernement de mettre en œuvre une campagne d'information nationale sur le service public qui permettrait de faire connaître la médiation, des spots, des émissions, une journée nationale de la médiation familiale, à une semaine nationale de la médiation familiale, mais pourquoi pas une semaine nationale de la médiation partout en France, relayée par les associations de médiation, pour mieux faire connaître la médiation, mais peut-être financée ou soutenue par le gouvernement. Votre proposition est bien entendue. Je crois que les différents ministères soutiennent volontiers et donnent volontiers leur patronage
et leur, je dirais, leur participation volontaire à tout colloque et toute instance qui est prévue pour justement pouvoir discuter. Alors j'entends, oui, ce serait une bonne idée. D'ailleurs, j'étais en train de, tout à l'heure, j'y pensais, pour vous dire, puisqu'on parlait de la nécessité d'information. La seule difficulté quand même que j'y vois, c'est la grande diversité malgré tout. Alors c'est vrai que la médiation c'est un processus qui a des caractéristiques communes, mais qui se décline dans des domaines tellement variés que voilà, il faudrait voir comment concevoir cette campagne.